Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, comment les chaînes d'approvisionnement mondiales réagissent-elles à la géopolitique actuelle et quelles alternatives pour contourner de potentielles perturbations de ces chaînes? Hier, à l'occasion du coup d'envoi des travaux de l'Africa Investment Forum de la Banque africaine de développement organisé pour la première fois au Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants dont je cite un extrait. Le contexte international actuel, avec ses impacts réels et potentiels sur notre continent, nous incite tous à redoubler d'efforts pour rehausser nos capacités productives nationales afin de construire des chaînes de valeur continentales plus solides et résilientes. Fin de citation. En effet, la pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité inhérente des chaînes d'approvisionnement mondiales. La paralysie les ayant touchées alors avait affecté lourdement la production, mais aussi la distribution de produits essentiels à toute économie, des vaccins aux fournitures médicales, en passant par les composantes essentielles telles que les semi-conducteurs. De surcroît, la guerre en Ukraine a provoqué un séisme géopolitique qui a obligé les décideurs politiques, d'ailleurs comme économiques du monde entier, à repenser leur stratégie géoéconomique, d'où l'importance de nouveaux acteurs dans les chaînes d'approvisionnement. Le Maroc, aux côtés du Vietnam, de la Pologne, du Mexique et de l'Indonésie, a son rôle à jouer dans le monde fragmenté d'aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des analyses du groupe financier américain Bloomberg qui nous présentent ce nouvel ensemble de, je cite, connecteurs réels. Ce groupe de pays qui apparaissent comme des maillons importants dans une économie mondiale qui se fragmente en blocs rivaux. Alors, pour tout comprendre au système complexe des chaînes d'approvisionnement ou supply chains, nous vous proposons une émission ce soir sous 3 angles différents, géopolitique, macroéconomique et logistique. Et ce, en compagnie de nos 3 experts ce soir. Tout d'abord, sur le plateau de questions d'actu, professeur Zakaria Fieranou, professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Fieranou. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je suppose que vous êtes un peu reconnu. Vous avez reconnu quel angle ou sous quel angle vous allez traiter du sujet. Oui. De la macroéconomie, exactement. Marhaba en tout cas. Et pour le volet géopolitique, j'accueille cette fois depuis Casablanca par Zoom Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Marhaba. Et sur le volet logistique, avec nous un expert en la matière, il s'agit d'El Mehdi El Ghzali. Bonsoir Mehdi El Ghzali. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. Et avant de commencer, je vous parlais en introduction de ce forum pour l'investissement en Afrique qui est organisé à Marrakech par la Banque africaine de développement qui réunit le Gotha continental mais aussi international de la finance pour justement répondre aux besoins du continent. À cette occasion, donc je le disais, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants qui a été lu par le conseiller du souverain, c'est Omar Khabbaj. Écoutez. C'est ainsi que des initiatives comme le Forum pour l'investissement en Afrique porté par la Banque africaine de développement constituent une plateforme bienvenue pour canaliser les investissements privés vers les secteurs économiques les plus prometteurs et renforcer ainsi davantage l'intégration des économies africaines dans les chaînes de valeur mondiales. Excellences, mesdames et messieurs, le contexte international actuel avec ses impacts réels et potentiels sur notre continent nous incite tous à redoubler d'efforts pour rehausser nos capacités productives nationales afin de construire des chaînes de valeur continentales plus solides et résilientes. Nous saluons à cet égard les organisateurs pour le choix du thème de cette 4e édition de ce forum, à savoir « Libérer les chaînes de valeur de l'Afrique ». En effet, comme l'a démontré l'expérience de certains pays, notamment en Asie de l'Est, le développement de chaînes de valeur régionales intégrées permet d'intensifier l'investissement productif dans ces régions et d'accroître la compétitivité des entreprises grâce à une meilleure allocation des ressources. Le retour sur expérience de la promotion des chaînes de valeur régionales comme moyen pour atteindre le développement économique et social démontre que la création d'un système régional de partage de la production a un effet catalyseur sur la croissance et la transformation rapide des économies en développement. À cet effet, nos pays africains sont appelés à adopter une approche intégrée du développement dans notre espace continental qui permettra la mise en
en place progressive d'un système de production commun basé sur le partage des plateformes. Nous nous félicitons à cet égard du travail accompli par nos instances panafricaines pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'inscrit parfaitement dans notre vision pour une Afrique intégrée et prospère. La concrétisation de ce rêve africain permettra d'asseoir les bases pour la création de chaînes de valeur régionales devenues une nécessité pour accroître la résilience du continent face aux chocs exogènes et valoriser son potentiel de production et de prospérité. Nabil Adel, alors on vient de l'écouter, c'était un extrait du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux participants donc de ce forum. Peut-être quelques exemples concrets de l'importance de créer ces chaînes de valeur régionales et continentales compte tenu des fragmentations actuelles que connaît la géopolitique mondiale. Alors, juste, il faut distinguer deux niveaux d'analyse. Alors, vous avez la fragmentation géopolitique et puis la réalité économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous acheminons vers deux blocs, on va dire, les États-Unis et l'Occident, la Chine, la Russie et d'autres pays. Voilà. Cette fragmentation géopolitique ne se traduit pas nécessairement par une fragmentation au niveau de l'économie mondiale, puisque les relations entre les deux blocs restent assez solide, assez stable. Il y va de l'intérêt de tous. Maintenant, sur certains dossiers géopolitiques, on peut avoir des divergences à des degrés différents. En revanche, sur la partie purement économique, les chaînes de valeur fonctionnent et fonctionnent bien. Maintenant, pour nos téléspectateurs, ce qui est important, c'est qu'on commence d'abord par définir les termes. Qu'est-ce qu'on appelle une chaîne de valeur? Comme ça, pour que, à la suite, on sache de quoi on parle. Alors, une chaîne de valeur, c'est de la matière première jusqu'à la livraison du produit final, et je parle sous contrôle des experts en logistique, le produit passe par un certain nombre de phases. Alors aujourd'hui, la théorie économique dit que si chaque pays se spécialise dans une phase du produit ou dans un élément de la chaîne de ce produit, il produira moins cher et à meilleure qualité. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle l'intégration des chaînes de valeur? C'est comment chaque pays va trouver une place dans un ou plusieurs éléments de cette chaîne. Alors, pour qu'un pays puisse trouver sa place dans un ou plusieurs éléments de cette chaîne, il faut qu'il dispose d'un certain nombre d'atouts qui correspondent au niveau de la chaîne. Ça peut être, par exemple, une main-d'œuvre abondante, ça peut être une infrastructure de qualité, ça peut être une recherche et développement fort, ça peut être un système financier performant, et ainsi de suite. Et donc, chaque pays va faire valoir ses atouts pour essayer de prendre une partie ou plusieurs parties de cette chaîne de valeur. Maintenant, quand on revient à l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique se cherche. Parce que quand on parle d'Afrique, il faut parler de l'Afrique avec S. On parle des Afriques. Au sein même de l'Afrique, nous n'avons pas un bloc homogène. Vous avez des pays africains qui penchent plus vers le côté occidental, États-Unis, Occident. Vous avez des pays qui penchent plus vers le bloc Chine, Russie et les autres pays émergents. Et même au sein des BRICS, vous trouverez qu'au sein des BRICS même, vous avez des pays qui penchent plus vers les États-Unis et l'Occident. Quand vous dites, juste parce que vu qu'on est dans la pédagogie, Nabil Adel, quand vous dites penche plus sur le terrain, dans la réalité, de quoi s'agit-il? Est-ce que penche plus, ça veut dire qu'il privilégie tel ou tel pays pour exploiter les ressources minières sur place? C'est-à-dire juste pour qu'on ait une idée sur ce que vous appelez pencher pour tel ou tel partenaire. Très bonne question. Aujourd'hui, vous avez un bloc dominant, c'est les États-Unis et l'Occident. Et un bloc qui conteste cette domination, c'est ce que j'appelle moi l'autre camp vers lequel penchent certains pays. Donc la scission aujourd'hui se situe à ce niveau-là, entre un bloc dominant et un bloc qui conteste cette domination. Et donc on va trouver des pays sur un certain nombre de dossiers. Soit vous allez avoir un alignement entre les deux blocs, soit vous allez avoir une division entre les deux blocs. Par exemple, dans le cas de l'Ukraine, vous avez l'Occident et les États-Unis qui sont alignés sur la condamnation de l'agression russe, et vous avez un groupe de pays qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'agression, ne la condamnent pas dans des termes aussi forts. Donc, quand on dit pencher, c'est est-ce qu'on accepte la domination
de l'Occident et on s'inscrit dans le cadre de cette domination, c'est-à-dire avec ses organisations internationales, avec son système mondial, ou bien on est plus dans le bloc contestataire de cette domination. Et donc là, c'est ce que j'appelle, on va pencher vers l'autre camp, c'est-à-dire on va contester à des degrés différents cette domination américaine et occidentale. Très bien, un commentaire, Zakaria Ferranou, sur d'abord le poids économique quand on parle de telles décisions qui sont relatives à la géopolitique mondiale. Bon, je serais tout à fait d'accord sur le fait qu'on est en train de se démarquer sur le plan politique et donc ça se voit de façon claire, surtout avec les conflits qui sont sur le terrain, que ce soit au niveau de l'Ukraine, la Russie, que ce soit aussi au Moyen-Orient maintenant. Donc ça se débloque en quelque sorte et je pense que c'est une situation, bon, je ne serais pas tout à fait d'accord avec si Nabil, avec professeur Nabil, parce que je crois que ces problèmes géopolitiques auront une incidence sur le contexte économique. Et ça se voit. Bon, si je vois un peu, je pense que c'était un peu les prémices du discours royal qui a été au niveau, je dirais, de l'anniversaire de la Marche verte, lorsqu'on a parlé un peu il faut un peu ouvrir le littoral de l'Afrique sur une nouvelle correspondance qui est une correspondance américaine. Donc c'est un message indirect pour dire que les chaînes de valeur, ils sont en train de changer au niveau mondial. Exact. Et donc dans ce sens-là, moi je crois que, et ça ne commence pas par aujourd'hui, vous avez cité un peu la Covid-19, lorsqu'il y avait le problème de la Covid-19, lorsqu'il y avait aussi la crise ukrainienne, nous avions des problèmes logistiques graves. Et en se souvenant que le coût de transport, il a augmenté de 3 fois. Il y a des conteneurs qui sont passés de, je pense, sous contrôle, voilà, de 20 000 dirhams, ils étaient à 5 000, etc. 20 000, voilà, 5 000 $, ils sont devenus à 20 000 $ et ça posait énormément de problèmes. Maintenant, moi je crois... Pourquoi ça posait un problème? Parce que la Chine... Ça pose un problème parce que... C'est à cause de la Chine, c'est à cause... C'est pas à cause de la Chine, parce que nous avons choisi... l'hégémonie de la Chine sur cela. Ça, il faut le voir sur le plan un peu, je dirais, sur le plan théorique, comme ça a été évoqué par professeur Nabil. C'est que nous, on croyait, je pense avant la théorie de la chaîne des valeurs, on croyait que les avantages comparatifs marchaient. La Chine avait des avantages comparatifs en termes économiques. Elle avait la main-d'œuvre qui était très très faible. Il n'y a pas un régime de retraite qui peut entraver un peu les salaires à ce niveau-là. Il y a beaucoup de mécanismes qui permettent à la Chine. Et aussi, elle avait un régime de change fixe jusqu'à 2015, ce qui lui permettait, il faisait ce qu'on appelle une politique de dévaluation très sauvage, si je parle un peu en termes de régime de change. Voilà, ce qui permettait à la production, à la main-d'œuvre d'être vraiment abondante. Maintenant, tout à l'heure, dans le speech, lorsque Saïm Al-Qabbaj, le conseiller de Sa Majesté, il a parlé de l'expérience en termes d'Asie, de chaîne de valeur, c'est à cause de la Chine. C'est pas parce que les pays étaient là, c'était les connecteurs de la Chine. Je parle des pays qui sont aux alentours de la Chine. Et donc là, ça ne veut pas dire que si on reproduit le même modèle, ça va donner le même résultat. Attention, nous les économistes, on est vraiment très, je dirais, très relatifs et prudents par rapport à l'extrapolation des expériences. L'Afrique n'est pas l'Asie. Il y a d'autres circonstances qu'il faut prendre en considération. Mais je crois, et c'est une opinion, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, mais je crois que les enjeux aujourd'hui sur le plan politique auront une incidence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle va se positionner comme étant un hub logistique de transport. Pas pour une raison, attention, les pays développés ne veulent pas développer l'Afrique. Alors, il faut qu'on soit d'accord sur ça. C'est question d'intérêt. Et donc l'Afrique doit chercher ses intérêts. Et c'est pour ça que notre auguste souverain, il a parlé du fait qu'on doit être un bloc de négociation sur le plan géopolitique, parce que nous allons devenir un hub logistique très important et qui va être 3 fois moins coûteux que celui de l'Asie. Ça, c'est très important, parce que maintenant, si on regarde un peu sur le plan logistique, j'en suis pas expert, mais sur le plan logistique, la plupart des transactions passent par le Pacifique. Là, on est en train de réfléchir à l'international, ça va se confirmer, je pense, dans les années qui vont venir, que l'Atlantique va jouer un rôle aussi dans le commerce international. Et donc là, l'Afrique doit se positionner dans ce jeu-là, si ça se réalise. Et on doit être précurseur, ça veut dire on doit être à l'avance de 5 ans, 10 ans pour pouvoir suivre un peu la logique de réflexion. Pourquoi? Et là, je reviens à l'idée que vous avez sifflé tout à l'heure, ou vous avez avancé, c'est que moi, je dirais, oui, le Maroc est un pays connecteur, comme ça a été dit par Bloomberg. Mais attention, lorsqu'on est connecteur, c'est aussi un risque sur le plan macroéconomique. Ça veut dire, s'il y a un choc, vous serez le premier qui sera touché. Nous allons y venir. Non, mais avant. Voilà. Donc, nous allons y venir, nous allons analyser J'arrête là. Voilà. Nous allons à notre tour analyser cette analyse des spécialistes du groupe financier américain Bloomberg. Mais avant... Donc, il y a un point qui a été soulevé par professeur Ferranou en ce qui concerne la logistique. On parle et Sa Majesté l'a souligné à très juste titre, donc on parle de libérer le potentiel de l'Afrique. Les chaînes de valeur aujourd'hui sont
presque inexistante. Hein. L'Afrique n'est pas existante aujourd'hui dans la chaîne de valeur mondiale, industrielle. Alors pour vous dire, le Maroc, Nazil Razi. c'est un pionnier en fait de la supply chain, on va dire sur le continent, parce que Sa Majesté, depuis le début, quand on a eu le rapport de la Banque mondiale en 2006, qui a pointé qu'on avait une grande faiblesse sur la partie logistique, il y a eu des chantiers énormes. On a eu une infrastructure qui a été développée. Aujourd'hui, on a le premier port en Afrique. On a des infrastructures que d'autres pays, même européens. Tangemet, 4e mondial. En fait, ces infrastructures-là sont importantes. C'est un prérequis. C'est un prérequis et ça nous a aidé aujourd'hui à lancer un secteur automobile qui nous a permis d'avoir un savoir-faire, un transfert de know-how qui a été ramené par des boîtes américaines, européennes, chinoises aussi, à travers leur implantation en entourant l'écosystème automobile de Renault et de PSA. Ça nous a donné aujourd'hui la possibilité de lancer plusieurs projets pionniers, notamment dans la partie de développement des batteries lithium, dont nous disposons déjà des matières premières. Et ce positionnement, à mon avis, va aider l'Afrique en général, puisque nous sommes la porte de l'Afrique en connectant... donc les infrastructures, pour vous, même même si on ne peut pas transposer peut-être le modèle Maroc, est-ce qu'on peut transposer le modèle marocain? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra d'abord établir un réseau d'infrastructures solides pour préparer le terrain à développer cette chaîne d'approvisionnement ou cette chaîne de valeur africaine? L'usine Renault ne se serait jamais installée ici au Maroc si on ne disposait pas du port de Tangemet. C'était vraiment le point qui a balancé la décision de Renault de venir s'installer ici au Maroc. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur humain. Le Maroc dispose de ressources qui sont assez, on va dire, qualifiées, puisqu'ils sont agiles. Le Marocain est ouvert sur le monde, donc on a une possibilité de communiquer avec l'ensemble du globe. On s'adapte facilement aux différentes situations et ça nous a donné un grand avantage pour pouvoir attirer tous ces idées. Nous allons parler bien en détail sur ce point de logistique, parce qu'il est très très important, on l'a compris, cela coule de source. En parlant de ressources cette fois, Nabil Adel, l'Afrique regorge de ressources, mais à qui profite-t-elle réellement, sachant que l'industrie minière reste dominée dans le monde par quelques grandes entreprises? Bref, il y a le top 5 qui contrôle. Le top 5, bien sûr, des sociétés minières qui contrôlent plus de 60%. Par exemple, vous avez évoqué, Nazil Razi, le lithium. 60% de production de lithium et 56% de celle du cobalt, produit phare de la RDC, pour ne citer que ce pays-là. Donc, finalement, comment transformer cela? Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce le cas aujourd'hui. L'Afrique est effectivement un continent qui regorge de ressources naturelles, un continent riche sur le papier, mais pauvre dans la réalité. Et donc aujourd'hui, le continent est frappé de plein fouet par ce qu'on appelle en économie la maladie de la vache, la maladie hollandaise. Ça veut dire qu'au lieu que ces matières premières deviennent une bénédiction, elles deviennent une malédiction. Et au lieu de créer richesse et prospérité, elles créent pauvreté et violence. Alors, ça revient à la construction même des États africains modernes. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique telle qu'on la connaît aujourd'hui résulte du partage colonial de la fin du 19e siècle. Tant et si bien que la construction étatique dans beaucoup de pays ne correspond pas à un développement organique, mais plus à un tracé colonial fait d'une manière presque arbitraire pour servir les intérêts des anciennes puissances occupantes. Donc, ce tracé colonial laisse à aujourd'hui des stigmates, laisse à aujourd'hui beaucoup de traces qui font que la construction étatique qui permettra de mettre en place des stratégies de développement pour profiter de cette manne de ressources naturelles pour créer un cercle vertueux d'industrialisation n'existe pas. Et donc aujourd'hui, l'Afrique est, je pense, le dernier continent où l'arrivée au pouvoir se fait toujours par le coup d'État. Donc nous avons assisté, ces 3 dernières années, à presque une dizaine de coups d'État. Et ça, c'est dû à cette fragilité institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à tirer profit des ressources et de la richesse dont regorge l'Afrique et qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est là où elle est et avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la difficulté d'y mettre en place des infrastructures
pour profiter de ces chaînes de valeur. Aujourd'hui, par exemple, quand vous partez en Europe, l'un des éléments qui a facilité l'intégration européenne, c'est le réseau d'infrastructures qui permet de connecter tous les pays et que la marchandise aille de Malaga à Stockholm, il n'y a pas de problème. Il y a un réseau routier, il y a un réseau ferroviaire, il y a des aéroports, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, ce qui fait que le développement de l'Afrique s'en trouvera fatalement retardé. Aujourd'hui, comment faire pour sortir de cette situation? Alors, il ne faut pas non plus peindre le tableau en noir. Les initiatives qui sont mises en place à travers l'Union africaine, à travers la ZLECAf, à travers des pays leaders dans le continent qui essaient de véhiculer une nouvelle vision du partenariat, notamment la vision développée par Sa Majesté, la collaboration Sud-Sud, dans une logique win-win. On n'est pas dans une logique où un dominateur viendra exploiter un dominé. Donc, ça fera son chemin, ça peut prendre quelques années, mais le point le plus important, c'est le parachèvement de la construction étatique dans certains pays africains qui leur permettra d'exploiter leurs ressources par eux-mêmes et de générer un cercle vertueux d'industrialisation et d'exploitation de ces ressources au profit de leur population. Mais il ne s'agit pas que de l'Afrique, par exemple. Il y a d'autres... Cette tendance oligopolistique, elle n'est pas propre à l'Afrique. Quand on sait qu'un pays, par exemple, comme la Bolivie, il me semble, qui se positionne aussi sur le secteur minier, mais qui ne produit réellement qu'un faible pourcentage de la ressource sous terre, il s'agit d'une pratique un peu où les géants, aujourd'hui, se sont littéralement positionnés. Et il y a une certaine agressivité même entre les deux. Professeur Ferrano, enfin entre les principaux players. Professeur Ferrano, parlons à présent de cet article, je parlais de cette analyse de Bloomberg que vous aviez évoquée tout à l'heure. C'est une analyse qui a été donc opérée par les analystes du groupe financier donc Bloomberg, qui parle d'un groupe de pays. Un groupe de pays qui apparaissent comme les maillons importants. These 5 countries are key economic connectors in a fragmenting world. Alors, on a le Vietnam, la Pologne, le Mexique, l'Indonésie et le Royaume du Maroc, qui, selon les mêmes spécialistes, ont créé une production économique de 4 000 milliards de dollars en 2022. Est-ce qu'il y a des points en commun entre ces économies, professeur Ferrano? Bon, premièrement, c'est des pays qui sont, je dirais, premièrement, ce n'est pas des pays développés, ça c'est un. Deuxièmement, le Mexique, c'est un pays émergent. Je pense la Pologne, elle est dans le même niveau de revenu que le Maroc à peu près. On a la même structure, hein, sauf que la Pologne, elle a le pétrole. L'Indonésie, je pense, c'est un pays émergent. D'accord. Le Vietnam, je pense, c'est un pays qui est... Et qui dispose aussi de beaucoup de ressources naturelles. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, moi, je crois que c'est normal. Hein, ces 5 pays sont des connecteurs. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de leur position géographique. Donc le point commun entre le Maroc et le Mexique, c'est un peu... Ils sont proches des États-Unis. Le Mexique joue un rôle très important en termes de connecteurs économiques entre l'Amérique latine, le Pacifique et les États-Unis. Il va jouer encore un rôle très important dans ce qui va se passer au niveau géoéconomique, comme vous l'avez cité. La Pologne, elle joue un rôle très important, pas aujourd'hui, mais depuis très longtemps en Europe. Et je pense que si on revient dans l'histoire, la Pologne, c'était le pays qui était vraiment le connecteur en termes agricoles. Ça veut dire, si je reviens un peu à l'Empire russe, etc., il était un pôle très important dans les richesses naturelles, surtout en production agricole. Et donc, l'Indonésie, on sait très bien, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Et le fait qu'ils rejoignent aussi les BRICS cette année. Oui, tout à fait. Je parle de l'Indonésie, oui, bien sûr. De l'Indonésie. Voilà. Donc, ces pays-là, ils ont un avantage, c'est l'avantage géographique, c'est le point commun. Et deuxièmement, ils se sont installés sur des secteurs où, je dirais, la chaîne de valeur elle est en train de se mettre en place, et surtout sur les énergies renouvelables. Ça veut dire, si on regarde un peu la trame causale entre les différents pays dans l'article de Bloomberg, on va voir un peu, c'est un peu par rapport à l'innovation, ce qu'on appelait le lithium, et l'innovation en matière de batterie pour les voitures de demain. Ça veut dire les voitures électriques ou les voitures hybrides qui vont venir demain. Et donc là, le positionnement géographique, l'existence de la main-d'œuvre qui est un peu, je dirais, very cheap, ça veut dire elle n'est pas trop coûteuse comme l'Europe, les États-Unis et d'autres
pays, et également l'expertise en matière de sous-traitance, parce que ces pays-là, ils ont été d'ores et déjà dans d'autres secteurs en matière de chaîne de valeur qui leur permettent d'avoir, je dirais, cet avantage-là. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le redis, c'est que oui, nous sommes un pays qui peut être un connecteur très important, mais ça relève aussi une notion de risque systémique. Pourquoi risque systémique? Parce que s'il y a un problème au niveau mondial, c'est le revenu qui est généré à travers cette connexion qui pourra être mis en cause. Et nous savons très très bien, et ça, bon, je sais que le Maroc ne risque pas beaucoup sur ça parce qu'on est diversifié. Nous avons un secteur économique, un produit intérieur brut qui est sur plusieurs secteurs, et donc même si on est touché, alhamdoulilah, ça n'arrive pas à une certaine catastrophe systémique sur tous les secteurs. Et donc, être connecteur, c'est très très bien. On est au carrefour des différents échanges à l'international. Vous l'avez cité, ils ont contribué à 4 000 milliards de dollars en termes d'échanges, mais en termes de PIB, ils ont contribué à plus de 500 milliards. Ce qui veut dire que, oui, le Maroc a un PIB qui ne dépasse pas les 120-130 milliards de dollars, mais il contribue dans le PIB mondial à hauteur de, avec les 5 pays, à hauteur de 500 milliards de dollars. Ce qui est vraiment très important, que ce soit pour le Maroc ou pour les autres pays. Maintenant, moi, je ne suis vraiment pas dans la logique un peu vraiment superficielle. Dans l'approfondissement, je crois que oui, c'est bien d'être au carrefour des chaînes de valeur, mais ce qui est le plus important, c'est que cette contribution soit créatrice de richesse et d'emplois. Et maintenant, il ne faut pas que le modèle de croissance qui est axé maintenant sur les chaînes de valeur soit un modèle qui ne soit pas créateur d'emplois. Oui, nous avons le secteur automobile, ça nous a pris 15 ans ou à peu près, je dirais 13 ans en matière pour arriver à 200 000 emplois. On pouvait créer plus. 100 milliards de dollars d'exportation. Oui, je suis tout à fait d'accord. Sur les 9 premiers mois de l'année. Enfin, je veux dire, pour un secteur qui est encore jeune, hein, je suis tout à fait d'accord. En termes d'exportation. Moins de 2 décennies. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, ça représente quand même la plus grosse part de nos exportations. Ça je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit... Donc oui, ça crée de la richesse. Il y a une différence grande entre exporter et avoir de la valeur ajoutée. C'est très différent. Sur la création de richesse, voilà, moi je parle de la création de richesse, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est en termes de PIB. On est toujours dans des taux de croissance qui ne dépassent pas 3, 2, 4% au meilleur des cas. Donc ce n'est pas une question de volume. Mais vous parlez de volume, exportation, importation, c'est le volume. Donc maintenant, la création de valeur n'est pas... La création de valeur ou la valeur ajoutée qui est créée, il faut vraiment voir ce qui va rester pour le Maroc. C'est ça le plus important. 2, il faut voir ce que ça donne en termes d'emploi. D'accord. Oui, on est arrivé à 200 000, c'est très très bien. C'est un chiffre qu'on n'avait pas tablé au moment où on a mis le plan. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de ce qu'on appelle une croissance sans emploi. Si on se met dans les chaînes de valeur comme étant des connecteurs, il faudra aussi qu'il y ait des stratégies qui permettent d'accompagner la production. Attention, on parle des chaînes de valeur, mais laissez-moi évoquer un chiffre. Dans la contribution du Maroc, les produits qui viennent du Maroc ne dépassent pas 30%. Ça veut dire que la contribution de l'industrie marocaine et des produits marocains qui sont made in Morocco ne dépassent pas 30%. C'est les statistiques à l'appui. Donc 70% des intrants, que ce soit dans la production, dans la matière première, dans toute la chaîne de valeur, 70% sont importés. De qui? Et ça, c'est très important. Les 2 grands pays qui contribuent, c'est la France et l'Espagne. Et donc là, je vous dis, oui, c'est bien d'aller parce qu'on se positionne, mais je pense que l'idée, ce n'est pas uniquement de se positionner, qu'on soit créateur de richesse et d'emplois. Parce que finalement, si on fait tout ça, c'est bien, mais il faut arriver à avoir cette valeur ajoutée, cette création de richesse qui permettra de faire bénéficier aux Marocains. Et aussi de développer la technologie. Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique. Je vais lier les 2 sujets. Pourquoi nous avons, question que vous avez posée, je me permets de répondre à ça. Pourquoi nous avons tant de richesses en Afrique et ça ne marche pas? C'est 2 raisons. On n'a pas le capital humain en Afrique. Il n'y a pas de capital humain adéquat en termes de technologie. Oui. Vous avez de la richesse. Pourquoi vous ne la transformez pas? Non, mais on parle de richesse. Vous avez raison. Hein. Je vais pousser l'analogie à... Je donne la 2e raison. Après la ressource naturelle et la ressource humaine. Les 2 ont besoin de transformation. Tout à fait. C'est ce que j'ai appelé le capital humain. Un capital humain, c'est celui qui permettra d'utiliser toutes ses compétences et ses acquis pour pouvoir transformer. Deuxièmement, lorsqu'on a, et là je rejoins un professeur Nabil, lorsqu'on a les pays qui ont été créés avec la colonisation, avec les régimes qui ont été mis en place, ils ont choisi un mode de financement qui ne permettra pas la croissance. Et ça a été dit dans le discours, dans la lettre. C'est la dette publique. Aujourd'hui, vous avez des pays riches, mais regardez leur endettement.
Ils sont à 140, 120% du PIB. Et ils ne sont pas soutenables. Pourquoi? Parce que le produit qui est exporté, même si ça constitue de la richesse, il est exporté en brut. Ouais. Il n'est pas transformé. Il n'y a pas de la valeur ajoutée. Donc, pour sortir de ce piège, C'est pour ça que je disais comment transformer cela. je donne une solution. réponse. Pour transformer ce piège, il faut qu'il y ait un investissement sur deux niveaux. Un investissement dans le capital humain en Afrique, il faut le développer. C'est obligatoire. Et on a commencé à le faire au Maroc, parce que ce qu'on fait maintenant avec les voitures et tout ça, ça vient de l'être humain, ça vient du Marocain. Deux, il faut l'infrastructure. Il faut un grand investissement en termes d'infrastructure. Maintenant, là où vraiment il y a le grand défi, c'est d'où ramener le financement pour l'Afrique. Le privé. Bon, il faut discuter. Ça veut dire comment le privé va faire tout ça. Ça, c'est une grande question. J'aimerais aussi ajouter un point. Oui, Mehdi El Ghazali. Par rapport à ces pays, si on voit bien, le Mexique, la Pologne qui est dans l'Union européenne, l'Indonésie, le Vietnam, ils ont tous signé des accords de libre-échange, que ce soit avec les États-Unis, notamment la Chine par rapport au Vietnam. Et ça leur a donné en fait la possibilité, que ce soit aux pays occidentaux ou à la Chine, de pouvoir transvaser leurs marchandises à travers ces plateformes-là, sans et détourner toutes les barrières fiscales qu'aujourd'hui les États-Unis et l'Europe essayent de maintenir pour bloquer, on va dire, les pays chinois ou BRICS, comme on veut les appeler. Et le Maroc a commencé cette démarche depuis 2003. Certes, c'était un petit peu difficile au début parce qu'on a eu une balance commerciale extérieure qui était vraiment déficitaire. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a en fait toutes les données pour pouvoir réussir cette position. Donc vous pensez que l'accord de libre-échange, que le Maroc, pour ne prendre que l'exemple de l'UE, oui, que le Maroc a un ALE avec l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis, ça va Comment nous cela permettre. peut aider dans le positionnement du Maroc dans la chaîne d'approvisionnement? La nomenclature du produit qui va être exporté depuis le Maroc vers ces pays, il va être en l'occurrence produit ici. Et grâce à cet accord de libre-échange, on pourra notamment considérer cette production européenne ou américaine. Et ça va donner l'opportunité, par exemple, aux pays chinois, de pouvoir réduire leurs coûts logistiques, puisqu'ils produiront à proximité de leur marché, et aussi bénéficier des accords que nous, on a déjà avec ces pays-là. Et ça draine de l'investissement. Exactement. D'où d'ailleurs cet engouement et cette nouvelle zone de production qui est la Tangétec, qui abrite qui abrite déjà des investissements chinois et autres. Alors, Nabil Adel, restons dans ce monde fragmenté. Et selon les analystes de Bloomberg, donc aujourd'hui, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous me direz, c'est soit on est avec Pékin, soit avec Washington. Alors qu'il y a des pays qui ont choisi. Et là, je vais revenir peut-être à la première question. Il y a des pays qui ont choisi d'avoir plusieurs dimensions à leur partenariat international. Un mot sur justement ces deux blocs aujourd'hui dans la géoéconomie, l'impact aussi qu'a cela sur la plus grosse économie mondiale, à savoir l'économie américaine qui elle-même est en train de repenser sa politique de chaîne d'approvisionnement, et comment la Chine aussi, avec des risques d'essoufflement, peut donner, bon, il y a beaucoup de questions dans celle-ci, peut donner l'opportunité à ces pays qu'on a cités dans cet article de Bloomberg pour justement prendre part à cette reconfiguration. Alors, encore une fois, le choix ou l'alignement se fait d'un point de vue géopolitique. Personne n'impose à ces pays de faire un alignement économique, ou du moins pas d'une manière frontale. C'est aujourd'hui, les États-Unis ne vont pas interdire à un pays de commercer avec la Chine ou d'avoir des investissements avec la Chine, et vice-versa. Mais par contre, sur des sujets géopolitiques tels que la guerre d'Ukraine ou bien maintenant ce qui se passe à Gaza, bon, chaque partie va essayer de mettre un peu de pression sur ses alliés. D'un point de vue purement économique, comme je le disais, les chaînes de valeur sont maintenues.
Et d'ailleurs, les chiffres de la croissance des chiffres du commerce international sont là pour l'attester. On est aux alentours de 2-3%. Bon, cette année, je pense qu'on va être à 2%. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez stables. On n'est plus dans les croissances d'il y a longtemps, mais là aussi, il y a le recouvrement post-Covid, mais du temps à se concrétiser. Aujourd'hui, pour des pays comme le Maroc, par exemple, c'est la raison pour laquelle Bloomberg l'appelle un pays connecteur, parce que ce sont des pays qui ne, comme on dit en anglais, who don't take side. Ils ne sont ni avec l'un ni avec l'autre. Okay. Peut-être sur certains sujets géopolitiques, on peut avoir un penchant, mais d'un point de vue économique, le Maroc est ouvert à l'investissement avec les Chinois. D'ailleurs, la Gigafactory des Chinois est un investissement que le Maroc a acté. Et puis, il a de grands groupes américains, toujours dans l'automobile et dans la chaîne de valeur des batteries automobiles, viennent investir au Maroc. Donc, le Maroc n'est pas dans une configuration de jeu à son nul, où soit je suis avec l'un, soit je suis avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de pays, parce qu'en économie, il faut que tout le monde travaille avec tout le monde. C'est comme ça qu'on fait du commerce international. Les plus grands, on va dire les plus grands adversaires, entre guillemets, la Chine et les États-Unis aujourd'hui, sont aussi les plus gros partenaires commerciaux en termes d'échanges entre les deux. Importation, exportation, et même investissement et même endettement. Endettement, donc, voilà, donc c'est très enchevêtré et c'est la logique de l'économie internationale et c'est la logique des chaînes de valeur, parce que les chaînes de valeur, c'est ce qui intègre les économies. Aujourd'hui, si les Américains et les Chinois ont des intérêts réciproques, c'est parce que les chaînes de valeur les intègrent. Si on peut se fâcher sur certains sujets géopolitiques, mais économiquement parlant, un problème qui affecte Apple, ça va l'affecter aux États-Unis et en Chine. Parce qu'une partie est fabriquée en Chine et distribuée aux États-Unis. Donc, ces chaînes de valeur connectent les pays. Et plus un pays est puissant et économiquement, plus il est d'abord intégré dans ces chaînes de valeur. Ce qui fait que les intérêts qu'on peut trouver entre des pays dits adversaires sont parfois beaucoup plus importants qu'entre pays dits alliés. Les intérêts entre les Américains et les Chinois sont plus importants que les intérêts entre les Américains et certains pays européens. Donc, encore une fois, cette rivalité se situe à un niveau géopolitique, parfois géoéconomique, comme on a vu la guerre commerciale autour de la 5G entre les États-Unis et la Chine, les sanctions économiques imposées par Donald Trump aux Chinois, mais globalement, on sait que si on va plus loin, passez-moi l'expression, on peut se tirer une balle dans le pied. Et donc, on va essayer de maintenir une certaine confrontation géopolitique sur des sujets qui relèvent soit de la sécurité nationale, soit de l'intérêt idéologique. Mais d'un point de vue économique, je sais que la Chine, pour elle, les États-Unis et l'Occident sont un marché 10 fois plus gros que la Russie, même si, géopolitiquement parlant, proches les uns des autres. Donc, dans cette configuration, les cartes sont distribuées différemment d'un point de vue géopolitique par rapport à un point de vue purement économique international. Alors, quels sont, pour rester encore une fois dans ce sujet qui est les chaînes d'approvisionnement, quelles sont les tendances actuelles, Mehdi El-Ghazali, en termes de gestion de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des tendances qui ressortent, surtout que là, par exemple, parmi les principaux sujets de l'enquête McKinsey sur la chaîne d'approvisionnement, elle date d'il y a 4 jours, il y a le risque et la résilience. Donc 4 ans après la pandémie, est-ce qu'il y a des tendances qui sont nées ou peut-être ressuscitées à cause, parce que finalement, face à cette tragédie qu'a été la Covid-19 pour les chaînes d'approvisionnement, eh bien, on s'est adapté du côté du management du supply chain. Alors aujourd'hui, il y a une supply chain avant et après la Covid. Avant, on était sur un flux qui était tiré, donc on n'avait pas besoin vraiment, on avait une connexion qui était, on va dire, illimitée. On n'avait pas de risque par rapport à une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Mais avec la Covid et l'avènement des guerres qu'on est en train de subir actuellement, le risque s'est élevé et dans ce cas-là, on est parti sur un flux beaucoup plus poussé. Ça veut dire qu'on va mettre des stocks tampons un petit peu partout pour sécuriser sa chaîne. Alors qu'un stock actuellement pour une société ou pour une entité, ça représente un capital qui va être, on va dire, bloqué et notamment une augmentation du coût de la logistique. Aujourd'hui, on n'a pas de choix.
Il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui se sont réinstallées aujourd'hui au Maroc alors qu'elles avaient quitté par exemple le Maroc et qui utilisaient des distributeurs. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir s'installer en propre pour pouvoir maîtriser leur chaîne de distribution en investissant dans des plateformes logistiques pour pouvoir notamment avoir la main sur le coût et le prix de vente. Alors, et cela, ce que je veux dire, est-ce que ça signifie aussi le développement d'un écosystème logistique qui a un peu peiné sur ces dernières années? Je ne parle pas bien sûr de Tangemed, mais là je parle vraiment du secteur logistique en tant que secteur créateur de valeur aussi d'ailleurs. Effectivement, aujourd'hui nous avons une pénurie en termes de surface de stockage par exemple. On ne citait que ça au Maroc. Il y a plus de demandes que d'offres. Malheureusement, le foncier est, on va dire, le talent d'Achille de notre logistique marocaine. Nous ne disposons pas assez de foncier avec un coût, on va dire, optimal pour pouvoir développer ce genre de plateforme. Et quand on parlait tout à l'heure d'infrastructure, et je vous rejoins, oui, l'État doit investir dans l'infrastructure. Mais ici, nous aussi, il faut avoir le secteur privé qui va vous accompagner par rapport à cela. Malheureusement, aujourd'hui, pour faire un investissement en plateforme logistique, le coût, il est supérieur, par exemple, ne serait-ce qu'à notre voisin espagnol, de 20 à 30%. À cause du foncier? À cause du foncier. C'est un fait. Il y a des plans. Il y a eu un plan d'aménagement qui a été revu, notamment sur Casablanca, puisque c'est le poumon, on va dire, économique. La MDL a essayé on va dire de mettre en place un cahier des charges et aussi on va dire une charte pour qu'on puisse vraiment développer ce secteur-là. Mais ça peine toujours. Parce que, voilà, c'est pas compétitif. En fait, le Maroc a besoin peut-être de travailler sur sa compétitivité de la logistique. Exactement, exactement. Juste pour vous donner un ordre de prix, alors un mètre carré en Espagne pour une location d'entrepôt, on est sur du 3 € au mètre carré. Aujourd'hui, sur Casablanca, on est sur du 5 à 6 €. Et c'est le consommateur final qui va le payer à la fin. Et malgré cela, il y a des opérateurs, vous avez dit, qui reviennent. Malgré le prix qui n'est pas compétitif. Parce qu'aujourd'hui, on a une problématique qui est liée au risque de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Quels sont ces risques-là? Sont géopolitiques aussi? Ça peut être une pandémie. Ça peut être. Alors, je pourrais vous donner un exemple. On se prépare à toute adversité, quelle que soit sa nature. Des matières premières qui vont augmenter. Il y a eu une très grande variation des prix des matières premières très récemment. Et donc ça nous a obligés à stocker ces matières-là pour sécuriser, on va dire, notre production ou notre distribution. Il y a aussi le fait que le prix de transport avait augmenté d'une manière exubérante et du coup, on était obligé quelque part de compenser ces coûts-là sur un coût logistique supplémentaire, bien qu'il soit très, très, on va dire, lourd sur la marge de... Professeur Fieranou, quel pourrait être le rôle que peut jouer justement là? Quand on dit investissement privé, est-ce que c'est le secteur privé ou ce sont les banques? Bon, premièrement, permettez-moi, j'aimerais juste faire 2 remarques sur ce qui a été dit par mes chers amis ici sur le plateau. C'est que, premièrement, je rejoins, la logistique, elle est très importante pour l'Afrique, pas uniquement pour le Maroc. Je crois qu'au niveau des réunions de FMI, il y avait un speech qui a été fait par le directeur de la Banque mondiale qui a dit que 40% de la production agricole est perdue en Afrique à cause de ce qu'on appelle la logistique du froid. Ça veut dire... on n'a pas une certaine logistique pour pouvoir préserver la production agricole en Afrique. Je crois que le Maroc, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par les propos de notre ami, mais je crois que le Maroc, il a fait un grand chemin en termes logistiques. Oui, on n'est pas comme les pays développés. Je crois que pour répondre à la question logistique, il y a le port de Nador qui va jouer un rôle très important, surtout par rapport à la logistique en termes d'énergie. L'énergie, oui. Voilà, parce qu'il y a... Statistiquement, il y a 18% des échanges mondiaux en termes d'énergie qui passent par Gibraltar et par cette région. Et donc, avoir un stockage là-bas, et ça a été évoqué même par Bloomberg. C'est une demande qui est faite par les analystes de Bloomberg, d'avoir cette station, et je pense qu'on est en train d'y travailler. Le port de Dakhla Atlantique sera aussi une solution logistique très importante. On parle de 70 km
d'infrastructure qui va être mise en place, qui est très importante. Donc je pense que le Maroc, comparativement aux pays d'Afrique, il est vraiment dans l'élan. Bon, sur le deuxième, il a fait la comparaison de la compétitivité avec l'Espagne, par rapport à l'Espagne, qui est un hub aussi logistique, rappelons-le. Tout à fait, mais le prix n'est pas uniquement le seul indicateur. Le pion peut-être à la concurrence, espagnole, Al Jazeera, mais sur d'autres peut-être volets de logistique, on est en train de travailler dessus. Tout à fait. Deuxième élément, c'est que, je ne suis pas tout à fait d'accord que... Oui, je suis convaincu que statistiquement, les liens économiques et financiers entre la Chine ou le bloc chinois et le bloc américain sont bien établis. Toute l'épargne chinoise, elle est aux États-Unis. Le premier créancier des États-Unis, ou le premier financeur, ou le financier le premier pour les États-Unis, c'est la Chine. C'est la partie importante de sa dette. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que la Chine, elle veut gagner une position dans le monde. Attention, les États-Unis et l'Occident, ils dominent ce qu'on appelle un peu la scène géopolitique, mais la Chine, elle cherche une position. Et on sait très très bien, et je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, que la guerre qui est menée au niveau des institutions internationales, dans la Banque mondiale, du FMI, c'est aux alentours de la Chine. Il ne faut pas cacher ça. Elle veut avoir une position. Et donc, automatiquement, je crois que les questions géopolitiques auront une incidence, pas aujourd'hui sur le court terme, mais sur le long terme, sur les questions économiques. Maintenant, pour que je revienne à l'investissement, à votre question, l'investissement privé ou l'investissement public. Bon, oui, il faut que l'investissement privé soit là, mais je ne crois pas que l'investissement privé pourra rentrer dans des investissements d'infrastructures, pas uniquement privé. Il faut qu'il y ait accompagnement du public. Maintenant, pour que le public accompagne, nous savons très très bien que la plupart des États dans l'Afrique, leur capacité d'endettement, elle est nulle. C'est parmi les pays qu'on demande qu'il y ait annulation de leurs dettes. Et leur soutenabilité, elle est aussi en question. Alors, d'où est-ce qu'ils vont ramener l'investissement? Deuxièmement, lorsqu'on parle de ce type d'investissement, en termes de project finance, ça veut dire en termes de retour en equity, retour en investment, c'est dans le long terme. On parle de 20 ans, 30 ans. Oui. L'investisseur privé ne va pas se caler uniquement sur des investissements de cette forme. C'est seul l'État. On appelle ça des biens communs, nous, en économie. L'infrastructure et tout ça, c'est un bien commun. La technologie est un bien commun. Le développement technologique, tout ça, c'est des biens communs. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander uniquement au secteur privé d'y aller. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut y avoir un débat, pas uniquement entre des pays pris de façon unilatérale, mais un débat qui soit en termes de blocs. C'est ce qu'a fait notre Majesté, c'est que lorsqu'il a fait appel à une institution qui doit composer l'ensemble des pays qui sont sur l'Atlantique, les 23 pays qui sont sur l'Atlantique, pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment on pourra mettre en place cette infrastructure logistique si on veut faire de l'Atlantique un chemin de passage du commerce international. Et donc là, je pense que la solution ne pourra pas être uniquement que privée, ça doit être aussi public. Maintenant, vous avez parlé de banques. Les banques... Quand j'ai dit banque, juste pour que j'explique à nos téléspectateurs la profondeur de ma question. Quand j'ai dit banque, donc quand j'ai dit investisseurs privés, ce sont des capitaux privés. Quand j'ai dit banque, il y a les banques de détail et il y a ces banques comme la Banque africaine de développement, les bailleurs de fonds. Je comprends, mais ça dépendra. Il faut savoir une chose, c'est que l'investisseur privé, il va chercher des indicateurs très importants. C'est quoi le rating de ces pays? On parle de notation. La plupart des pays, ils ont une notation qui est un peu différente de ce qu'on connaît, nous, en termes de notation. Oui, le Maroc, il a un investment grade, il est bien sur sa notation, ça veut dire qu'il y a la confiance, il y a la sûreté, etc. par rapport à l'investissement, mais les pays de l'Afrique, on n'est pas dans cette logique-là. Ça veut dire que vous avez une certaine... Bon, ça, il faut réfléchir, parce que si le Maroc rentre avec les autres pays, est-ce on peut déléguer ce qu'on appelle la garantie, il pourra devenir un peu multilatéral? Bon, c'est des trucs techniques en matière de financement à l'international, mais il faudra réfléchir ensemble pour pouvoir aller dans ce sens de créer une zone, je dirais, d'infrastructure, de logistique qui pourra confronter ou être concurrentielle avec les autres zones. Maintenant, uniquement adosser ça au secteur privé, moi, je ne pense pas. Surtout que la dette publique dont on parle, ce n'est pas l'UFMI, la Banque mondiale. C'est les acteurs. Chine. Non, c'est les acteurs multilatéraux, c'est les banques. Ah oui. Bon, pour nous, par exemple, le Maroc, lorsqu'on prend la ligne de précaution ou la ligne modulable,
c'est une ligne de garantie, mais on va chercher l'endettement chez les acteurs multilatéraux. Absolument. Voilà, bon, finalement, ce sont eux qui sont là. Maintenant, est-ce qu'il y a cette volonté de faire de l'investissement en Afrique? C'est ça la grande question. Et je pense que, oui, il y a des projets qu'il n'y aura aucun doute qu'on va les financer. Par exemple, le cas du DIC, ça veut dire le projet entre le Maroc et le Nigeria, c'est un projet très rentable. Oui, il y a des acteurs très colossaux qui rentrent. Maintenant, pour les autres projets qui vont développer l'Afrique, là, il faut vraiment de la pression à l'international. Il faut aussi introduire pas uniquement l'économie, de la géopolitique, des pressions, etc., un lobbyisme à l'international pour faire de l'Afrique ce qu'on veut. En tout cas, exactement. Et le Maroc ne cache pas son ambition par rapport justement à faire entendre cette voix de l'Afrique sur la scène internationale. C'est ce qui a été fait lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ce qui est fait aujourd'hui, certes sur plus un cadre africain. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de capitaux au sein de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher en Chine ou aux États-Unis, en Turquie ou ailleurs. Il y a des capitaux, encore faut-il les investir, et notamment les investir là où il faut, dans des infrastructures de logistique et d'autres. En tout cas, le sujet demande encore beaucoup de temps, mais malheureusement, le temps de l'émission est à présent écoulé. L'occasion pour moi de vous remercier, Nabil Adel, encore une fois, d'avoir été avec nous ce soir depuis Casablanca. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous également, Mehdi Lerzali, expert en logistique, et professeur Zakaria Firani. Toujours un plaisir. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.